Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les chats, on va aborder un sujet qui est pas super drôle mais qui est quand même carrément important, c'est le papillomavirus. Alors les mecs, inutile, je vous vois venir, inutile de fermer la vidéo, ça vous concerne aussi. Donc dans un premier temps, je vous expliquerai ce que c'est exactement, après je vous dirai comment ça s'attrape, comment on peut le diagnostiquer, comment ça se traite, et pour finir je vous donnerai quelques conseils qui sont bien utiles. On commence. Alors petite minute science, qu'est-ce que le papillomavirus? Alors la famille des papillomavirus, ou Human Papillomavirus en anglais, qui a donné l'acronyme HPV. C'est une famille de virus qui en comprend environ 80, enfin du moins 80 souches ont été mis à jour par les scientifiques. On estime que dans le monde, il y a environ 660 millions de personnes qui sont atteintes. Ce sont des virus qu'on dit strictement humains, c'est-à-dire qu'ils se transmettent que d'homme à homme par contact cutané, donc par la peau ou par les muqueuses. Et grâce à leur structure, ils arrivent à survivre dans le milieu extérieur, et c'est pour ça qu'on peut être contaminé même par des objets qui sont souillés. On estime que 70% des personnes sexuellement actives seront en contact avec lui au cours de leur vie sexuelle, donc c'est quand même énorme. Et chez la femme, le papillomavirus, donc le HPV, ça touche principalement le col de l'utérus, mais ça peut aussi toucher l'anus, la peau, différentes muqueuses. Et chez l'homme, le HPV, ça touche forcément le pénis, l'anus, le scrotum, toutes ces choses super glamour, mais c'est quand même important d'en parler. Si une personne est contaminée de façon isolée par le papillomavirus, on estime qu'il faut environ 1 an pour le corps pour qu'il réussisse à l'éliminer lui-même naturellement, c'est-à-dire que les lésions qui existent vont se résorber toutes seules. Et les gynécos confient que si la personne est infectée avant 25 ans, elle a beaucoup plus de chances que ça s'élimine d'elle-même qu'une personne qui est contaminée après 25 ans. Il y a différents stades d'infection par le papillomavirus chez la femme, donc ça peut se manifester par un condylome, c'est ce qu'ils appellent verrue génitale, donc à l'intérieur, des lésions précancéreuses de type 1, 2 et 3, 3 étant la plus grave des lésions, et enfin le cancer du col de l'utérus. Chez l'homme par contre ça se manifeste sur le pénis par des verrues génitales, donc qu'on peut voir à l'œil nu à l'aide d'une loupe. Et ça se tient parce que les hommes forcément ils ont pas d'utérus, donc eux sont encore favorisés, c'est injuste. Mais alors me direz-vous comment ça s'attrape? Et ben comme je vous disais, étant donné leur forme, leur constitution, ça peut survivre en milieu extérieur, donc ça peut se transmettre via des objets souillés. Attention avec le thermomètre, même si c'est vous qui l'utilisez pour le transmettre à votre conjoint ou à votre enfant, vous nettoyez à l'alcool automatiquement derrière. Sachez qu'en plus il existe des thermomètres qui maintenant ne sont plus anneaux, je ne sais pas comment on dit, mais des thermomètres qu'on pose sur le front ou même qu'on tient à distance et qui prennent la température de façon très exacte, donc ça convient mieux que les anciens thermomètres qu'on pouvait avoir quand on était petit. Sachez, mesdames et messieurs, que par exemple les vibromasseurs, ça ne se prête pas, ça se nettoie à l'alcool après chaque utilisation. Faut pas que ça vous vienne à l'idée de passer ça à votre copine ou pas, c'est quand même strictement personnel comme usage, mais bien que ce soit personnel, on désinfecte à chaque fois. Sachez aussi que le préservatif sert uniquement à diminuer le risque d'infection et de transmission, et que ça ne protège absolument pas du tout contre, parce que je vous fais pas un dessin, mais il y a certaines parties qui sont pas protégées par le préservatif, qui sont en contact, et que vu que ça se transmet par la peau, vous pouvez très bien l'attraper même si votre partenaire ou vous-même mettez un préservatif malheureusement. Le risque de transmission est accru si on a un nombre de partenaires sexuels élevé qui eux-mêmes ont eu un nombre important de partenaires sexuels, et sachant que on a plus de risques de l'attraper quand on est ado parce que notre système immunitaire n'est pas encore complètement mature, donc on est plus sujet à avoir cette infection que quand on est un peu plus âgé. Mais dis donc Jamie, comment on fait pour savoir si on est porteur du papillomavirus? C'est très simple, je vais vous expliquer. Je suis moi-même porteuse du papillomavirus, donc je suis très à même de vous en parler, et on le répétera jamais assez, mais la seule solution pour se faire dépister, dans un premier temps mesdames, c'est le frottis. Le frottis c'est la seule solution pour qu'on puisse détecter une anomalie et ensuite faire d'autres examens plus poussés. Alors je vais vous raconter comment ça se passe, hein. Vous verrez, je ne donnerai pas de détails, mais vous allez voir, ça se passe très simplement et ça va pouvoir en rassurer certaines. Alors le frottis c'est un examen qui prend environ 15 secondes, hein, je vous mens pas. Vous allongez les pattes en l'air comme si vous alliez accoucher, on vous introduit à l'intérieur ce qu'on appelle un spéculum, ça doit faire 3 cm de diamètre, je sais pas si ça fait 3 cm ça, mais ça fait 3 cm de diamètre et ça sert à garder les parois du vagin ouvertes pour qu'il puisse passer un gros coton-tige qui va frotter le long des parois du col de l'utérus, et ça va durer 2 secondes. Le prélèvement après il l'envoie à un laboratoire d'analyse
pour que celui-ci, comme son nom l'indique, analyse pour savoir si le frottis est normal ou pas. Alors quand les résultats vont revenir, environ 3 à 10 jours après, si le frottis est positif, donc c'est-à-dire s'il y a une anomalie, vous devez passer une colposcopie, donc ça veut dire l'examen du col de l'utérus à la loupe. Alors là, même principe, patte en l'air, spéculum, et là le gynéco va vous frotter entre guillemets avec un coton l'intérieur du col, du col de l'utérus avec 2 révélateurs de produits qui vont pouvoir révéler en couleur les zones qui sont atteintes. Donc après il approche une loupe, ça c'est totalement indolore. Autant les révélateurs ont un peu d'acide donc ça pique à peine mais c'est très très supportable. Et donc il approche une loupe, ça c'est totalement indolore, il regarde et après il va pratiquer une biopsie, donc il prend une pince soit en métal ou soit une pince à usage unique, de toute façon seront stérilisées, hein, et il fait une biopsie de là où les zones atteintes, donc ça c'est ce qui risque de piquer un peu le plus, ça peut provoquer une douleur comme quand vous avez vos règles et vous allez avoir peut-être un peu mal de 1 à 2 heures après l'examen, mais c'est tout. S'il y a des très petits saignements, mais encore c'est pas forcément obligatoire. Et ces 2 prélèvements, donc les biopsies, il va les envoyer à l'ANAPAT, c'est un laboratoire qui va analyser qui va analyser la dangerosité et le stade de l'infection. Et 3 à 10 jours après, vous allez avoir le retour par le gynécologue. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit vraiment vivre avec? Est-ce que ça se traite? Comment ça marche? Donc le laboratoire, donc l'ANAPAT va envoyer les résultats à votre médecin 3 à 10 jours après, pareil un peu comme le frottis. Et donc là vous allez avoir le résultat. Donc en fonction du stade, soit votre médecin va vous dire on se revoit dans 6 mois ou on se revoit dans 1 an pour voir comment ça évolue, aussi en fonction de votre âge, parce que si vous êtes jeune, encore une fois, ça peut se résorber tout seul. Le gynécologue peut aussi vous prescrire une séance de laser à l'hôpital, donc là c'est un acte chirurgical qui se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer très bien à l'hôpital à 10h le matin et sortir à 10h30 s'il n'y a pas d'attente, ce qui est très rare, mais en gros l'intervention dure... On vous installe pendant 5 minutes, l'intervention dure 15 minutes grand maximum et après vous repartez. Donc en fait, même principe encore une fois, les pattes en l'air, le spéculum, les révélateurs avec les acides là qu'on met à l'intérieur, on regarde à la loupe et après le chirurgien, l'obstétricien va, avec son faisceau laser, va griller, va détruire les cellules considérées comme anormales. C'est pas forcément un traitement dans le sens qu'on espère que les cellules qui vont se reconstruire après soient elles normales, mais c'est pas forcément à 100%, bien qu'il y ait des très très bonnes chances de guérison des lésions avec le laser, mais c'est pas une méthode qui marche à 100%. La seule chose à savoir, c'est que les rapports sexuels, les tampons, les bains et la piscine sont interdits pendant 15 jours après l'intervention. C'est pas une intervention qui est douloureuse en soi, c'est censé être juste un peu désagréable. Par contre, si vous êtes sujet au malaise, aux chutes de tension, si vous aimez pas trop les hôpitaux, faites-vous accompagner parce que ça serait dommage que vous fassiez un malaise après en sortant et que vous preniez la voiture, mais sinon c'est une intervention qui est quand même bénigne, pratiquée très très souvent et c'est une opération qui a quand même des très bons taux de réussite. Après parfois le laser suffit pas et là on va pratiquer une conisation, ça veut dire c'est une ablation d'une partie ou de l'intégralité du col de l'utérus, donc là ça peut avoir des incidents sur le fait de faire des enfants, bien sûr. Si on enlève tout le col de l'utérus, on peut plus en faire, et là par contre vu qu'on enlève carrément une partie ou tout le col, on peut le faire analyser, savoir si c'était bien cette zone qu'il fallait traiter, contrairement au laser bien sûr où c'est une destruction des cellules, donc on peut pas faire analyser le prélèvement puisqu'il n'y en a pas. Bien sûr la conisation c'est une opération qui se fait sous anesthésie générale ou loco-régionale ou locale, bien sûr, contrairement au laser qui ne nécessite pas d'anesthésie. Donc des fois, comme je vous le disais, le gynéco prescrit pas forcément de laser ni de conisation, il vous dit juste d'attendre, de revenir dans 6 mois ou 1 an. Alors rassurez-vous, il n'y a aucun risque de développer un cancer du col de l'utérus en attendant si peu de temps. Moi, mon gynéco m'a dit que à partir du moment où il me l'avait diagnostiqué, si j'avais attendu 10 ans avant de revenir, là seulement ça serait au stade de cancer du col de l'utérus, donc rassurez-vous, s'il vous dit de venir dans 6 mois ou 1 an, paniquez pas, il sait ce qu'il fait, c'est qu'il considère que le stade où ça en est nécessite pas d'intervention, il préfère voir soit si ça part tout seul, soit l'évolution que ça, parce que ça peut très bien régresser sur 2 ans de temps, donc rassurez-vous, vous n'allez pas avoir un cancer du col de l'utérus si c'est pris à temps. Et si c'est détecté au stade du frottis et de la colposcopie, vous n'avez aucun risque de développer un cancer du col de l'utérus. Alors pour finir, je vais vous donner quelques conseils bien précieux parce que des fois on n'en a pas forcément conscience. Mesdames, dès que vous avez votre premier rapport sexuel, vous allez chez le gynéco, même si c'est votre médecin généraliste qui vous prescrit la pilule, vous allez chez le gynéco. Je comprends que vous n'ayez pas forcément envie d'être accompagné par votre mère ou votre père si vous êtes mineur,
mais prenez votre sœur, une amie, une cousine, une tante, peu importe, mais allez-y. Parce qu'imaginez que vous ayez votre premier rapport à 16 ans, ce qui je crois est dans la moyenne, et que vous attendiez l'âge de 25 ans avant d'aller faire un frottis, ce qui en soi n'est pas forcément vieux, même si on doit le faire tous les 2 à 3 ans. Hein. Mais si vous attendez 25 ans, c'est-à-dire que vous avez attendu 9 ans. Imaginez que vous ayez été contaminé à 16 ans, bah là à 25 ans vous vous retrouvez avec un cancer du col de l'utérus qui aurait pu être évité, qui est quand même un cancer grave hein, comme tous les cancers, mais qui est potentiellement mortel. Alors que si vous étiez allé faire un examen qui plus est remboursé par la Sécu sociale, on a là quand même la chance d'évoluer dans un pays où la santé est quand même un domaine qui est très très bien remboursé, et on a vraiment une chance immense de ce côté-là, et ben vous auriez pu éviter ça, donc c'est quand même super dommage. Après, deuxième conseil, c'est si jamais vous avez jamais eu encore de rapport sexuel et que vous n'êtes pas contre les vaccins, faites-vous vacciner avec le vaccin Gardasil. Ça, c'est un vaccin qui vous protégera contre 70 à 80% des souches de virus de la famille des papillomavirus, dont les 2 potentiellement les plus cancérogènes, donc c'est quand même plutôt intéressant. Alors troisième conseil un peu particulier, mais réfléchissez-y à 2 fois avant de tromper votre mec, mesdames, ou avant de tromper votre copine, les mecs. Pourquoi? Je parle pas du côté moral, hein. Là c'est le côté moral, c'est rien à comparer de ce que ça peut causer au niveau physiologique. Pourquoi? Parce que même avec une capote, finalement, on peut quand même le transmettre, l'attraper, et vous pouvez le retransmettre à votre copine. Et vous, mesdames, vous pouvez contaminer une autre personne que votre copain, donc ça c'est pas super quoi. Donc réfléchissez à 2 fois avant de faire ce genre de conneries, parce que pour 2 heures de légèreté, bah après vous le payez toute votre vie, c'est quand même un peu dommage. Alors quatrième conseil, et pas des moindres, surtout parlez-en autour de vous, parce que moi je me souviens en cours de bio, et même dans la vie en général, on nous a rabâché les oreilles avec le sida, le VIH, les capotes, tout ça, sauf que moi en cours on m'a jamais parlé du papillomavirus, j'en ai entendu parler à la télé je crois quand j'ai vu la pub du Gardasil, mais c'est tout. Alors mesdames, même messieurs, parlez-en à vos filles, vos tantes, vos sœurs, à tout le monde parlez-en, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez pour voir quand même ce que ça provoque. Donc la communication dans ce cas-là c'est super important. Et mesdames, même messieurs, hein, si vous en êtes atteints, n'ayez pas honte, ça veut pas dire que vous avez une vie sexuelle débridée, une seule fois ça suffit hein, comme on a vu, et sachant que c'est même pas transmissible que par voie sexuelle, c'est l'une des voies les plus importantes, mais ça peut être transmissible par la peau ou par des objets qui sont souillés, donc n'ayez pas honte surtout. Et mesdames, si ça vous arrive, parlez-en à votre conjoint, votre copain, votre compagnon, votre mari de suite, parce qu'il faut qu'il aille lui aussi se faire dépister, soit par un urologue, soit par un médecin généraliste qui lui est habilité à faire l'examen. Et honnêtement, rien que voir la tête de votre mec qui est en train de penser au fait qu'un homme va lui toucher les parties intimes et regarder ça à la loupe pour voir s'il n'y a pas quelque chose, franchement ça vaut le coup, sachant qu'en plus l'examen s'appelle une péniscopie, donc ma foi c'est assez rigolo. Et pourquoi il y aurait que nous qui iraient, je ne sais pas. Bref, pourquoi nous on est obligé d'aller chez le gynéco et que les mecs ils font rien? Bah non. Non, faut qu'ils aillent se faire dépister aussi, et un petit coup de laser ou d'azote liquide sur les petites verrues qui sont à peine visibles à l'œil nu, et hop c'est reparti, lui il est traité et au moins il a pas le risque de vous recontaminer en retour. Donc voilà, je pense que vous en savez maintenant un peu plus sur le papillomavirus, ses effets, comment on l'attrape, tout ça. Donc le plus important c'est d'en parler autour de vous. Surtout prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!